Salut à tous chers explorateurs du réel, vous êtes bien sur les sentiers du réel avec aujourd'hui Christophe Carlier qui nous vient faire une petite visite. Enfin je le rencontre, on est en Belgique, hein, Christophe est belge aussi. Christophe qui était déjà ailleurs venu nous parler de Rennes-le-Château. Vous savez, il a une chaîne YouTube qui s'appelle L'œil frontal, je le mettrai bien sûr en description comme d'habitude. Et il était venu nous parler de Rennes-le-Château, mais avec toujours un point de vue différent et intéressant, puisque lui s'intéresse à l'astronomie, on va y revenir tout de suite. Et donc il était venu nous parler, et si la clé se trouvait dans le ciel, et également Redae retrouvé. On avait d'ailleurs fait un super live, toi et moi, avec Chris Darkis et Stéphane Rémézy sur la probabilité d'une ville, d'une cité enfouie en dessous de Rennes-le-Château, parce que, ou en tout cas dans l'Aude, on ne sait pas exactement où elle se trouve. Redae étant finalement une cité quelque part qui n'est pas retrouvée. On va y revenir, il y a plein de petites choses intéressantes à parler ici dans cette émission. Et donc aujourd'hui, tu as sorti un tout dernier bouquin de près de 500 pages qui s'appelle le temps de l'énigme, c'est bien ça? Oui, le temps de l'énigme. Alors ça t'a quand même pris... on peut dire que c'est une version romancée de toutes tes recherches en fin de compte, avec quand même des infos en plus aussi, hein, bien entendu, on va y revenir bien entendu. Donc c'est un livre qu'on n'a pas ici physiquement parce que malheureusement, à l'heure où on tourne, le bouquin vient de sortir, oui, mais Christophe n'a pas eu le temps d'avoir son exemplaire, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, tu auras de toute façon bientôt le loisir d'en parler sur ta chaîne aussi, bien entendu, quand tu auras ton exemplaire. Donc comment vas-tu Christophe? Très bien, et toi Alexis? Écoute, super, il fait beau aujourd'hui, il fait pas trop chaud, Ouais, on n'est pas en canicule, pas encore du moins. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de te rencontrer enfin physiquement, parce que donc toi et moi, on partage cette passion pour tous les mystères de Rennes-le-Château. Alors toi un peu plus longtemps que moi, je pense, en tout cas, parce que en plus tu as déjà été, je pense, dans la région, c'est ça? Oui, j'ai été 2-3 fois. 2-3 fois. Donc voilà. Mais pas longtemps. D'accord, mais c'est quand même toujours ça. C'est mieux pas longtemps que jamais. Donc un jour, j'irai aussi. Voilà, chaque chose en son temps, comme on le sait. Hein. Donc le temps de l'énigme, c'est un livre... ouais, c'est presque un... J'ai presque pas envie de dire un dernier livre, j'espère que t'en feras d'autres. Mais c'est un bouquin qui résume vraiment toutes tes recherches. Et c'est vraiment super prenant. Quand est-ce que tu as commencé ce bouquin, qui est quand même fameux, hein, près de 500 pages, je le rappelle? Environ il y a 2 ans. J'ai eu l'idée comme ça. Bon, on m'a plusieurs fois dit, fais une fiction une fois, quelque chose qui soit plus facile à lire qu'un essai. Et oui, en fait, moi, le plaisir que j'ai trouvé là-dedans, c'est principalement reprendre une ambiance de littérature. En fait, ici, c'est pas du tout un livre que j'ai adressé aux chercheurs de Rennes-le-Château, même si ça parle de Rennes-le-Château, mais je veux dire que c'est pas mon public cible. Ici, mon intention, ça a été d'écrire un livre un peu dans la grande tradition des livres à la Jules Verne, en fait. Ça a plus été l'occasion pour moi de retracer le parcours littéraire de mes enquêtes et de le mettre dans une ambiance de lecture à double fond, on va dire. On peut dire ça comme ça. Disons que y a des gens qui peuvent le lire comme une aventure, comme une espèce de chasse à l'énigme ou de chasse au trésor, et d'autres peuvent y trouver des choses plus profondes par rapport justement à cette enquête à propos de Rennes-le-Château et de l'énigme Et in Arcadia Ego. Exactement, et je confirme, c'est un livre facile d'accès au niveau lecture, très prenant, parce que vraiment, voilà, tu y mets volontiers des ambiances tel un écrivain le fait, hein, avec vraiment des ambiances, et on s'y plonge volontiers, et franchement c'est très prenant, on a envie de passer à la page suivante, ça je garantis que c'est ça. C'est vraiment ça, et non, mais c'est vrai, et en plus de ça, moi ça m'a permis de me replonger dans l'histoire de Rennes-le-Château qui, pour le coup, est moins clair pour moi que pour Christophe qui est beaucoup plus passionné, qui a encore plus dedans, on va dire, depuis plusieurs années. Moi ça m'a permis un petit peu de me rafraîchir la mémoire. Et notamment, voilà, donc là on trouve quasiment tous les acteurs qui sont passés dans cette région, qui se sont passés tel le fameux, tu sais, la fameuse épreuve de relais comme on fait en athlétisme, où on se passe voilà, un trésor à l'autre, un secret.
Et on va y revenir après parce que c'est assez marrant en fin de compte, puisque à la base ça se veut quand même être élitiste comme secret. Et voilà qu'aujourd'hui on en parle devant une caméra sur YouTube. Oui, oui. Je sais pas s'ils auraient été contents à l'époque. Ben, peut-être aussi que le but de tout ça, c'était que ce soit retrouvé un jour, justement. Donc voilà, est-ce qu'on ne se rapprocherait pas de cette échéance? Exactement, et c'est une échéance même qui fait peur quand on apprend un peu plus ce que cacherait éventuellement eh bien ce fameux trésor qui n'en est pas un. On l'a compris, hein, enfin c'est pas un trésor en tout cas, fait que d'or et de bijoux bien entendu. C'est quelque chose qui est bien plus important que ça. Un secret, encore une fois, bah, comme je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, un secret de notre histoire, de l'humanité, quoi. Oui, finalement, avec une charge culturelle ou spirituelle beaucoup plus importante que la valeur en soi. C'est ça, exactement. Donc il y a une interview, tu sais, qui est fort, assez connue, voilà, que Henry Lincoln avait donnée justement de Pierre Plantard, hein. Une des rares interviews vidéo, je crois même la seule, qui existe avec ce fameux personnage en couleur, qui est Pierre Plantard, et qui dit en tout cas vers la fin de cette interview, que le trésor n'est pas à Rennes-le-Château, mais aux alentours de Rennes-le-Château. Et ça me fait penser justement aux interviews et aux émissions qu'on a fait ensemble. Redae, donc je le disais en introduction, qui est finalement un lieu pas précisément, en tout cas, répertorié sur une carte. On ne sait pas où elle se trouve, on sait que c'est dans ces régions-là quelque part. Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château portaient justement le nom de Redae, toutes deux apparemment. Oui, en fait, au niveau de l'histoire, on ne sait pas. Voilà, ça a été attribué à Rennes-les-Bains, puis on a dit que c'était Rennes-le-Château. Mais en fait, il n'y a rien qui tranche entre les deux, donc ça peut être l'un et l'autre, ou même plus probablement les deux ensemble. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'elles se prénomment, en tout cas on les surnomme les deux Redae, quelque part ça donne déjà une idée de la distance de Rennes-le-Château à Rennes-les-Bains, bien que ce ne soit pas si éloigné que ça donne déjà quand même une distance de la possibilité de l'étendue de Redae, voilà, c'est ça que je veux dire. Comme si c'était presque finalement un point de départ, un point d'arrivée, une mesure donnée quelque part. Ben, on parle aussi d'une ville haute, d'une ville basse, ça pourrait être ça aussi. D'accord. Alors effectivement, tu vois, tu parles donc de Rennes-les-Bains, surtout dans le bouquin. Et c'est très important parce que bon, Rennes-le-Château, voilà, tu en parles bien entendu, puisque je le disais en introduction, il y a tous les acteurs qui se sont suivis dans cette région-là, et depuis très longtemps, parce que ça c'est surtout un rappel aussi à faire, avant toute chose, c'est que Rennes-le-Château ne commence pas que dans les années 50, 1950, elle est bien antérieure à tout ça, hein, avec Monseigneur Bigoud, plus ou moins un siècle avant. Ah, Bigoud, le curé Bigoud. Voilà, le curé Bigoud. Antoine Bigoud, et alors en fait on se rend compte que c'est bien plus vieux que ça. Tu t'es d'ailleurs même fait l'émission où tu as parlé justement de ces curés qui faisaient déjà des recherches en 1700 et quelques. Oui, au temps d'Antoine Delmas. Voilà. Et en fait c'est beaucoup plus vieux que ça. Alors apparemment, bon, c'est là que se jouent les fameuses termes qui se nommaient Aguae, si je le dis bien, Calidae. Donc qui est en fait l'ancien, disons, nom de Rennes-les-Bains, en tout cas. Oui, en gros, c'est ça. Parce que là, c'est exactement sur la place de l'actuel Rennes-les-Bains. Ouais. Enfin, on a retrouvé la majorité des vestiges aux sources de la Reine, voilà. Mais il y en a aussi à la source du Cercle. Et en fonction de ce qui a été plus ou moins retrouvé, ils parlent d'une ville assez étendue quand même, ces archéologues du XVIIe siècle. C'est une source d'eau naturelle, chaude, qui donc fait office de terme, hein, naturel aussi, bien entendu, mais très prisée, et qui se déverse d'ailleurs dans l'Atlantique, si je ne dis pas des bêtises, c'est ça? Non, ça va vers la Méditerranée. Vers la Méditerranée, ouais. Ok, d'accord. Et donc ce lieu, en entrée de jeu, dès qu'on commence à lire le bouquin, on se rend compte que finalement, voilà, il y a des architectures relativement anciennes, de type romain, voire grec, assez étranges, parce que voilà. Et donc là, d'entrée de jeu, est-ce que tu veux un peu nous en parler de cette histoire justement avec laquelle tu entres dans le bouquin, qui est très intéressante? Oui, mais oui, j'ai commencé le livre par la chute d'Aguae Calidae.
Alors je sais pas si tu veux qu'on parle un peu d'Aguacalidae en soi avant de Ouais. poursuivre sur le reste, mais oui. Pour un petit peu mettre le terrain. Mais pour reprendre ce que tu disais avec Pierre Plantard et Oui. Henry Lincoln avait dit aussi de manière très subjective, il avait dit tout ça, ça remonte à l'Égypte. Il n'en a pas dit plus, mais voilà, il nous a laissé une suspicion qui était là déjà fort présente à l'époque. Et mais en fait, l'histoire d'Aguacalidae en soi, enfin de Rodé en soi, de Rodé plutôt. Ouais. Bon, l'idée c'est que Rodé existait déjà avant les Romains, que c'est un lieu qui existait déjà au temps des Celtes et qui avait déjà donné son nom au Rhédésium. Donc là, on n'a pas une idée très précise, mais on sait que linguistiquement et territorialement, il y avait ça. On ne sait pas si c'est une cité, si c'est un point de repère non plus, ou quelque chose comme ça. Mais donc Rodé existait déjà avant les Romains. Et là, par rapport à mon livre, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de parler aussi de l'évolution de l'énigme Et in Arcadia ego. Oui. Donc, qui dit je suis en Arcadie. Et comme on le sait maintenant, il y a des anagrammes à cette phrase, donc elle veut dire beaucoup plus de choses en soi. Donc, on va dire que je considère que c'est pas seulement une phrase, c'est un signe. Oui, c'est ça. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé aussi le roman à partir de cette époque, autant des termes de Rennes-les-Bains. Alors, mais en fait, la cité d'Aguae Calidae, elle commence avec l'arrivée des Romains en Gaule, C'est ça. donc un petit peu avant l'an 0, quoi. Ils se sont arrêtés en Au tout cas cours là-bas. à la charnière du 1er siècle et du 1er siècle, des 2 premiers siècles, à cette charnière. On sait que avant de s'appeler Aguae Calidae, elle s'est d'abord appelée Ad Centuriones, donc ça veut dire vers les centurions. Donc on parle, enfin le nom évoque en tout cas une présence d'une élite militaire à cet endroit-là. Et après elle devient Aguae Calidae. Et voilà ce qu'on en sait historiquement par rapport aux recherches de Louis Bonnard, qui a écrit La Gaule thermale. Il raconte que les Aguae Calidae auraient été incendiées, détruites et incendiées, parce qu'ils ont retrouvé beaucoup de cendres et les objets brûlés. Et donc il daterait cette destruction vers 406-408, Ah ouais. donc un petit peu avant la chute de Rome. Voilà, par les justement Visigoths, hein, voilà. Oui, Entre autres. oui. Mhm. Parce qu'il y a eu plusieurs mouvements là de Oui. Visigoths et il y en a qui sont passés par là et C'est ça. donc ce serait eux qui auraient rasé d'abord Aguae Calidae. Et donc on en a retrouvé principalement les parties des bains Oui. qui correspondent, enfin les témoignages de l'époque disent qu'ils sont très semblables aux bains de Rome. Donc j'imagine que ce sont les bains d'Agrippa de cette époque du 1er siècle. Et ça se confirme parce que j'étais un peu vérifié ça, quelles sont les différences entre les époques des bains. Et cette époque des bains d'Agrippa, justement, il y a beaucoup de sculptures, de mosaïques. Ce sont des bains prestigieux qui démontrent le prestige d'une cité. Oui. Et ici, dans le cas d'Aguae Calidae, on peut dire qu'il y a un certain prestige parce que justement, il y a des marbres qui sont importés. Donc, ils ont quand même mis le paquet pour construire ces bains. Une influence romaine en tout cas, à coup sûr. Et, Oui, oui, elle voilà. est très marquée. Intéressant, donc c'est bien la preuve. C'est quelque part, voilà, encore la preuve d'un vestige, d'un passé, et certainement une volonté à l'époque aussi de conquérir la France, puisque voilà, on sait très bien que voilà, Rome voulait vraiment conquérir un peu Gaule, ouais. toutes les terres, la Gaule, etc. Ils n'y sont pas arrivés, bien entendu, du moins en partie. C'est à se demander si les Romains n'avaient déjà pas une connaissance, à part juste construire des termes. Je pense qu'ils avaient peut-être déjà eu quelques sons de cloche, peut-être pour ce lieu. Est-ce que tu as trouvé quelque chose là-dessus ou... Oui, en fait, les Volques avaient déjà installé, enfin, ils étaient déjà installés sur ce territoire-là et ils avaient des temples, enfin des sanctuaires plutôt, on va appeler ça plutôt des sanctuaires. Comment s'appelle vous pouvez toujours retrouver la référence dans les fichiers Boyer sur le site de l'ACSA. Ouais. Et donc, il nous parle de plusieurs sanctuaires dans la région. Il parle du Bézu, il parle du plateau de Rennes.
Et d'ailleurs, il parle particulièrement aussi d'un sanctuaire souterrain dédié à Aéret, que c'est sans doute à Héreda, sous Rennes-le-Château. Ouais, parce que c'est un vrai gruyère, on le sait, hein, cette région, visiblement, il y a... Oui, géologiquement, il y a beaucoup de failles, Voilà. de grottes. On avait vu notamment avec, moi en tout cas, avec Jacques, on a fait une super interview sur les possibles tueurs d'Antoine Gélis, où effectivement il y aurait également un conduit qui mène du château à carrément la maison d'Antoine Gélis. Enfin bref, c'est un vrai gruyère. Voilà, on se demande si c'était pas même limite habité par des taupes avant ça. Et donc ce qui a quand même, à mon avis, profité à nos acteurs Béranger Saunière et consorts pour pouvoir se mouvoir de manière très discrète finalement, hein, puisque malgré les apparences, il n'y avait pas de caméra à l'époque, mais les gens quand même observaient énormément, plus que maintenant, et pouvaient quand même voilà, rapporter tel ou tel déplacement de telle personne, et qui plus est un curé en soutane en tout cas. Je précise, peut-être qu'il n'était pas en soutane tout le temps. Donc ça, c'est encore un autre problème. Donc voilà, donc pour en revenir à ces fameuses thermes de Rennes-les-Bains, donc cette source d'eau finalement chaude qui a servi, comme tu l'as très, très bien décrit et comme tu le décris dans le bouquin, qui a servi aux Romains présents à cette époque-là. Encore une fois, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est visiblement un lieu vraiment très important. Et là, il y a apparemment une découverte d'emblée, dès le premier chapitre, une découverte faite par deux personnes, assez étonnante, assez prenante. Et rappelle-toi, d'ailleurs, on en a parlé dans ce fameux live sur cette théorie de plus que probable d'une cité souterraine, mais où finalement l'homme n'est pas tellement bienvenu, quoi. Ben oui, je pense qu'il y a des parties qui sont terrestres, celles des sanctuaires, enfin terrestres et souterrains, mais plus en surface, qui sont celles des sanctuaires fréquentés par les humains. Et après, bon, en dessous, c'est possible aussi que ce soit des lieux dangereux, quoi. Voilà. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost, et encore une fois en dessous, afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. En tout cas, on voit clairement qu'il y a énormément de secrets. Et en fait, ce que j'ai adoré dans le livre, qui est encore une fois romancé, mais avec malgré tout des éléments de recherche, ils ont dû apparemment, pour perpétrer ce secret, ils ont dû se casser les méninges pour pouvoir dire comment est-ce qu'on va faire pour finalement transmettre ce secret sans le dire. C'est là qu'est toute la difficulté finalement. Oui, c'est là tout l'enjeu de comment transmettre quelque chose sans le révéler quelque part. Voilà. Donc là, il faut utiliser un langage codé ou un code en tout cas. Ouais. Mais comment faire aussi pour qu'un code reste universel dans la durée du temps. Résister au temps, c'est ça exactement. Et donc je pense que c'est là tout l'enjeu de l'histoire. En fait, c'est ce qui est raconté dans le livre, c'est qu'on est sur sur l'évolution justement du signe et in Arcadia ego. Et donc au fur et à mesure des siècles, il a fallu préserver ça pour qu'on puisse encore comprendre à quoi c'est attaché. Et donc voilà, je pense que c'est ce qui s'est passé. On a eu plusieurs époques dans lesquelles les initiés se sont transmis cette information. Et en voyant que ça devenait difficile à comprendre, Ouais. ils l'ont modernisé, on va dire, en renvoyant aux références du passé, mais dans des récits plus modernes et plus accessibles à chaque fois à l'époque à laquelle ils ont été émis. Oui, et d'ailleurs le livre porte bien son nom, finalement, le temps de l'énigme, ou je pourrais presque dire l'énigme du temps, pour faire une inversion, parce que là c'est presque une énigme que le temps passé, finalement, malgré justement toutes ces époques, tous ces secrets, on en parle justement, comme je le disais il y a quelques minutes,
qu'on en vient à parler de ça depuis maintenant, je crois plus de 60 ans maintenant, en tout cas dans les médias, hein, on va dire ça comme ça, en passant par le journal, la télé et après Internet. Tous ces chercheurs, voilà, qu'on ne va pas répéter, voilà, qui sont passés maintes et maintes fois. Les chercheurs, depuis 60 ans, ils étudient l'histoire du trésor de Rennes-le-Château. Mais il y a personne qui s'est intéressé à l'affaire Étienne Arcadia Ego en soi. Donc je pense que ça fait la différence aussi quelque part. Très peu de chercheurs, je crois, effectivement, ont pointé ce fameux tableau de Nicolas Poussin. Alors je ne sais pas si tu veux parler un peu de Nicolas Poussin, donc un superbe peintre, hein, du fin 16e, début 17e, je pense, c'est ça? Oui, 1600, il est mort en 1685. C'est ça. Et en fait, c'est un... Donc lui, il a été introduit par de Médicis, c'est ça? Non, c'est plutôt à Paris, en fait, il y avait un poète napolitain qui s'appelait Giambattista Marino, qu'on connaît en français sous le nom du Cavalier marin. Et donc lui, il travaillait, il avait été appelé à la cour de Louis XIII, il était payé par Catherine de Médicis, je crois, c'est ça. Et donc en fait, il a écrit un très grand poème, très intéressant. Et en fait, il a rencontré Nicolas Poussin là en France, et c'est devenu son mentor. Donc je pense qu'il a vu en Nicolas Poussin un jeune très talentueux, très intelligent. Et donc, en fait, on dirait qu'il a été son mentor, mais aussi qu'il l'a poussé dans les thèmes, parce qu'on sent une relation. Bon, je suis peintre, prof de peinture, donc je suis un peu chevronné en histoire de l'art aussi. Et donc, on voit bien ces œuvres de jeunesse. En fait, il y a un rapport avec le poème du Cavalier marin. Donc là, je me demande si Nicolas Poussin n'a pas été quelque part engagé par le Cavalier marin pour mettre son poème en peinture quelque part. On a presque coopté, on pourrait presque dire, voilà, en tout cas amené à pouvoir mettre en image finalement un poème qui voilà, ne peut pas être forcément compris de tous. Encore une fois, une peinture, c'est pareil aussi, on peut y cacher beaucoup de choses, mais une peinture, on l'admire voilà, on l'admire beaucoup plus aisément, on va dire, qu'un poème qui doit être lu, etc. Et, Oui, oui. voilà, et donc, Et d'ailleurs, dans la fameuse lettre de Fouquet à Fouquet, je ne sais plus entre Louis et Nicolas, mais je ne sais plus qui. Mais bon, dans cette lettre, il parle justement d'un secret qui est dans le tableau et qu'il faudra peut-être plusieurs siècles avant que quelqu'un ne le comprenne. c'est ça. En plus, il y a plusieurs éléments dans ce tableau. On y parle d'Égypte, on y parle justement de Rennes-les-Bains, en tout cas, on le devine hein, à travers le décor. Enfin, il a dû cacher 4 secrets, je crois, si je ne m'abuse, enfin 4 grandes lignes vraiment mots-clés quelque part dans ce tableau, en un tableau, et ça a été vraiment une difficulté. Il a pris plusieurs années, je crois, pour... Il y a eu même 2 versions, d'ailleurs, je pense. Hein. Oui, oui, il y a eu 2 versions. C'est des tableaux qu'il a mis 2 ans à peindre. Et il y a 2 versions, une de 1628 et une de 1638. Et il y en avait une autre du Guerchin, faite en 1618. Donc finalement, il y a eu une version tous les 10 ans. C'est ça, exactement. Et Nicolas Poussin était justement inspiré par Guerchin directement ou Je ne crois pas. on ne sait pas s'il a eu connaissance de ce tableau-là ou Sans doute, parce qu'il était en Italie. Oui, il faut savoir aussi que ces peintures, elles ont toutes été peintes en Italie. quand même. Le Guerchin l'a peinte à Venise. Ouais. Et Poussin a peint les 2 versions à Rome. À Rome. À Rome. Alors bon, sans faire non plus ici de l'analyse historique de peinture, etc., je sais que tu t'intéresses beaucoup à ça, mais je trouve, alors moi personnellement, ça c'est mon avis de profane en peinture, c'est que je trouve qu'il y a quand même vachement une petite odeur, un petit relent de Da Vinci dans ce tableau, je trouve au niveau des personnages, au niveau de la façon dont ça a été peint. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, il y a une grosse influence, j'ai l'impression, non? Oui, en fait, Poussin, il était fasciné aussi par les grands maîtres de la Renaissance. Hein. Voilà. Donc c'est vrai qu'il a appris des choses dans sa manière de dessiner de Vinci.
Mais en même temps, ça c'est un phénomène aussi normal pour l'époque. Ils étudiaient les maîtres, les grands maîtres de la Renaissance. En tout cas, c'est dingue. Il y a un truc qu'on comprend mieux dans le bouquin, c'est que ce secret a été passé, c'est ce que je disais, telle l'épreuve finalement de relais en athlétisme, où on se passe le bâton, hein, on se passe vraiment un secret voilà, de main en main et surtout de personne en personne, voilà, bien choisi, hein, c'est vraiment pas du hasard. Des initiés, comme on dit, mais de personnes de confiance. C'est vraiment, voilà, on le sait, les plus grands secrets sont tenus que comme ça, ils ne sont pas écrits, ils ne sont pas répétés, en tout cas, ils ne sont pas enregistrés comme on pourrait le faire maintenant. Ils sont évoqués, mais de manière encore une fois cachée, pour que justement le profane ne puisse pas, la personne lambda, puisse déchiffrer. On parle de Da Vinci, on parle de François Ier justement, qui a rencontré, Da Vinci a rencontré François Ier pendant 4 ans, qui l'a initié, etc. C'est ce que tu écris dans le bouquin. Par contre, il y a un truc quand même récurrent, c'est que ce secret, il est pas bon, il est très très lourd de portée, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de décès, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de personnes qui décèdent très vite. On se rend compte que finalement, entre le secret, c'est comme s'il ne pouvait pas faire une vie complète avec ce poids sur les épaules, quoi. Je trouve que quand François Ier voilà, prend part Da Vinci, il n'y a que 4 ans, il y a que 4 ans où Da Vinci décède. Lui, il décède effectivement après de la syphilis, c'est ce qu'on dit, hein, voilà, en tout cas l'histoire officielle le dit. Puis bon, après c'est son fils qui meurt, etc. Il y a vraiment, vraiment une portée assez lourde, et on le voit avec Béranger plus près de nous. Béranger, finalement, voilà, il a connu, disons que ces informations-là pendant presque un peu la moitié de sa vie, pour décéder rapidement, et puis voilà, dans des souffrances. Je veux dire, c'est quand même assez lourd de porter. J'ai l'impression que c'est comme, tu sais, on aurait une bougie. Une bougie, voilà, on sait que ça va durer quoi, 1 heure, je crois, même pas. C'est pour ça, quand on passe le feu à une autre bougie, il faut vite se grouiller, quoi. Ah, oui, Donc oui. j'ai l'impression que c'est un peu ça. J'ai l'impression que ça va avoir vraiment de la glycérine et, dans les mains, et une bombe, quoi, en fait, carrément une bombe, quoi. Oui, mais à ce niveau-là, justement, enfin en parlant de Da Vinci et de François Ier, Par exemple, oui. là on peut vraiment constater finalement que Da Vinci arrive là à la cour de France en tant que prof, en fait, hein, C'est ça. pour former le roi. Et ça déclenche tout simplement la Renaissance française. Je veux dire, cette rencontre, elle déclenche la Renaissance française. Donc on amène des connaissances d'Italie, on les amène à la cour de France. Et donc l'Italie, qui avait commencé la Renaissance, donne une seconde Renaissance en France, quoi. Donc je pense que c'est pas seulement la transmission d'une esthétique ou d'un goût à la mode. Je pense qu'il a transmis, il a des fondements. Et d'ailleurs, si on voit les décorations des châteaux de François Ier, les œuvres que lui a demandé de faire, on en revient à la mythologie, en fait. Donc on revient à la littérature gréco-romaine. Et je pense que ça, c'est un des fondements. Il y a quelque chose dans la littérature gréco-romaine qui est écrit. On peut tous le lire, mais il faut des clés pour vraiment comprendre à quoi ça correspond, certains éléments. En fait, ce sont des éléments qui veulent dire autre chose que ce qu'on croit. Mais il faut qu'un initié qui connaisse vraiment ce que signifie ce signe-là, qu'il puisse le passer aux autres en expliquant, voilà, ça se trouve là, et ça veut dire ça, au lieu de ce qu'on croit que ça veut dire. Parce que le langage évolue au cours des siècles, en fait. En tout cas, clairement, on parle d'Arcadie dans le livre. Ça, c'est, on va dire, voilà, comme tu dis, avec l'énigme de Et in Arcadia ego. Clairement, on y parle d'Arcadie. Qu'est-ce que c'est l'Arcadie pour toi? Selon tes recherches, qu'est-ce que tu en as conclu, ou en tout cas, à quel niveau tu es dans cette quête-là? Parce qu'il y a plusieurs quêtes là-dedans, en fait, hein. Oui, oui, en effet. Mais universellement, si on regarde la définition de l'Arcadie, on va toujours ramener ça d'une manière très pragmatique à une région du Péloponnèse en Grèce. Mais en fait, c'est pas ça. L'Arcadie des poètes, en fait, c'est un pays des poètes, en fait. D'ailleurs, c'est marqué sur la reproduction du tableau des bergers d'Arcadie qui se trouve au musée de Rennes-le-Château. Il y a une légende en dessous, et il le dit. Cette légende, elle dit clairement, l'Arcadie est un pays de poètes, donc c'est un pays littéraire, c'est un pays fictif.
Et en fait, bah oui, j'ai remarqué que chaque auteur qui traite de l'Arcadie, il place son Arcadie sur son lieu de naissance. Donc, je sais pas, par exemple, Théocrite, il met l'Arcadie en Sicile, donc on n'a pas, c'est pas forcément grec, quoi, en fait. D'accord, ok. Et Jacques Saint-Nazaire, l'italien, bah lui, il met l'Arcadie dans son Italie, quoi. Donc c'est plus un symbole finalement qu'une réelle ville, qu'une réelle cité, ça c'est clair. Oui. Mais, presque une appartenance, presque un sceau, un badge auquel j'appartiens. Je suis un poète, donc je suis arcadien, on pourrait dire ça comme ça. Oui, c'est une utopie, en fait. Ouais. Comme par exemple, de manière plus contemporaine, il existe le western. Oui. Mais le western, c'est pas un lieu. Non. Je veux dire, on peut chercher aux États-Unis, non, il n'y a pas un lieu qui s'appelle western. Exactement. Mais si on dit western, on sait tous à quoi ça correspond, et il y a ces archétypes. Il y a le cow-boy, il y a le shérif, et en fait, l'Arcadie, c'est le même. Elle a aussi ses archétypes et ses codes. Oui. Et donc, pour moi, en fait, c'est surtout une question de langage. Oui. C'est intéressant parce que bon, on sait que le poète, en général, s'envole dans d'autres, ouais, dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes, quand il s'agit de faire de la poésie. Alors une poésie qui signifie quelque chose, avec un message. Hein. J'entends pas une poésie voilà, Ouais, simple, avec une lecture et puis point. Ça, tout le monde peut plus ou moins le faire avec des rimes. Mais si on veut être vraiment réellement poète, en laissant un message, ben, quelque part, c'est le lieu des songes, quoi. On pourrait presque dire ça aussi, l'Arcadie. oui, il y a aussi toute une tradition qui est liée au songe. Voilà. C'est un peu comme si le songe permettrait d'y entrer. En fait. Voilà. Donc cette cité, cette cité souterraine, parce que ça tu l'évoques dans le livre, serait effectivement antérieure aux Romains, antérieure même au monde grec. On ne sait pas d'où ça vient exactement. Il y a des architectures, encore une fois, sans doute via des écrits que tu as pu en tirer. On devine des statues, voilà, avec corps nus, donc avec peu reluisantes finalement, quelque part. Relativement terrible, hein, pour ne reprendre que le terme, et encore, comme je le disais un petit peu en introduction, qui semble être interdite finalement au lambda, quoi. Oui, mais ces statues cornues aussi, ça a à voir avec le monde païen d'avant. Ouais. Donc oui, forcément, ça doit être un lieu qui a été occupé par des païens. Et donc peut-être aussi que de retrouver ça, c'est remettre un peu la culture païenne à jour aussi. Est-ce que tu penses que justement, tu le disais aussi en introduction, est-ce que tu penses que si on en arrive à faire des recherches un peu plus lointaines dans un futur proche, en admettant, on va pouvoir historiquement peut-être faire des fouilles un jour, quelque part là, parce que je me dis, avec tous les moyens qu'on a actuellement, des drones sur roues et compagnie. Ah oui, la technologie évolue. Voilà, on n'a plus besoin d'aller se perdre dans des grottes parce qu'on sait très bien que c'est très dangereux, visiblement, de s'y rendre. Il y a beaucoup de gens quand même qui sont décédés et qui, je crois, encore décèdent maintenant actuellement pour ceux qui veulent un peu aller plus loin que les routes tracées dans les grottes, on le sait, hein, c'est très dangereux. Mais avec les moyens du bord maintenant qu'on a, modernes en tout cas, côté peut-être militaire plus, je me dis, ça m'étonne qu'il y ait quand même personne qui a décidé de dire bon ben il serait peut-être temps qu'on aille un peu voir ce qu'il y a là derrière. Alors on le sait très bien que c'est un lieu qui visiblement est fort protégé et de manière administrative et de manière aussi peut-être au-delà de tout ça plus ésotérique quelque part. Beaucoup de gens s'y sont cognés, hein, on va dire, à ces recherches-là. Voilà, il y a beaucoup de choses relativement négatives dans ces recherches. C'est très dangereux, c'est passionnant à la fois, bien entendu. Et donc la question que je pose, c'est est-ce que tu penses que... est-ce que ça remettra en question vraiment voilà, toute notre humanité, toute l'histoire de notre humanité, hormis le film Da Vinci Code qui ne fait que émettre l'hypothèse, enfin même plus qu'une hypothèse, du mariage de Jésus et d'une descendance qui est pour ma part un os à ronger. Enfin bref. Oui, je pense qu'en fait c'est très relatif de ce qu'on pourrait en tirer comme conclusion.
Bah, je pense que s'il y avait des découvertes, au départ, elles seraient archéologiques. Ce serait d'abord des sanctuaires, des choses. Et puis, bon, bah, s'ils existent, alors alors il y a une chance que le reste existe aussi, que des parties plus Oui. profondes et là plus sujettes à mythes, justement. Mais bon, ça peut être aussi l'occasion de vérifier quelle est la part entre la réalité et la légende. Mais je pense qu'il y aurait un apprentissage de toute façon, bah, d'abord sur l'histoire. De se dire, tiens, bah, en fait, il y avait ça ici avant, alors qu'on ne savait même pas que ça existait, par exemple. Donc je pense que oui, ce serait des grandes découvertes au niveau historique pour les sciences humaines. Et au-delà, au niveau religieux, en fait, là, ça dépend de ce qu'on trouve, en fait. Ouais, là, ce sera peut-être à chacun à se préparer à un nouveau dogme, je pense. La vérité n'est pas bonne pour tout le monde. D'ailleurs, tu viens de te mettre ta lunette de soleil, parce que la vérité brûle. Et oui, la lumière brûle, c'est connu. Non, là, il y a un peu trop de luminosité, donc... Oui, c'est un peu aveuglant. Donc repartons sur l'Arcadie, hein, si tu veux bien. Arcadia plutôt, je l'aime mieux en latin, c'est plus joli. Si tu veux bien, Christophe. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait y creuser, c'est le cas de le dire. On avait fait, je répète, ce live effectivement avec la forte probabilité d'une existence d'une cité enfouie, comme les mondes engloutis, hein, comme dans le dessin animé finalement. En plus, comme par hasard, si tu te rappelles du dessin animé des années 80, il y avait quand même un élément clé, c'est-à-dire cette femme habillée en blanc qui s'appelait quand même Arcadia. Ah, je ne m'en souviens pas. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc les mondes engloutis, Arcadia, c'est dans le dessin animé, Oui, oui, mais français en ça plus, fait partie mais qui est peut-être plus immonde, tard, hein, oui. qui est. Enfin moi j'ai absolument jamais aimé ce dessin animé. Je le dis hein, pour les personnes qui auraient aimé. Je trouvais ça vraiment voilà fatigant. J'attendais que le dessin animé d'après. Mais voilà, et donc, non, non, ça c'est... Enfin, à mon avis, c'est un clin d'œil, clairement. Tout comme, là, puisqu'on est parti dans le dessin animé, parce que je suis parti là-dedans, les fameuses cités d'or, hein, ça t'as sûrement connu. Oui, ça, je m'en Ça, souviens beaucoup voilà. mieux. Les cités d'or, voilà, Taosia, etc., Esteban. Magnifique dessin animé à redécouvrir ou à découvrir. Mais voilà, les mondes engloutis, comme quoi, c'est quelque part peut-être le travail... Peut-être qu'il y a une production de Planta là derrière, cachée, qui sait, hein, c'est les années où il vivait encore, donc pourquoi pas. De toute façon, tout est de sa faute maintenant. Donc... Ouais. Mais non, Pierre, on t'aime, on t'aime. Moi, j'ai toujours apprécié ce monsieur, et c'est ce qu'on disait en off avec Christophe. C'est loin d'être un farfelu, on en a déjà parlé dans d'autres émissions aussi, avec Christophe notamment. Et voilà, c'est loin d'être le Gugus qu'il prétendait être. Mais enfin voilà, ça c'est un autre débat. Mais ça fait quand même partie de toute façon de tous ces éléments, de tous ces acteurs, c'est ça qu'on disait. On se rend compte que au final, là c'est pas une conclusion de l'émission, mais on se rend compte encore, je disais aussi à Christophe en off, que dans ce livre, dans ce roman, fait de toutes tes recherches et de ce que tu as pu apprendre ou décoder, c'est qu'il y a un nombre effarant de personnages ou en couleur, connus, moins connus, qui se sont tous passés encore une fois ce secret, comme je le disais il y a 10 minutes, de manière assez lourde je pense. Hein. C'est quelque chose, comme l'a très bien dit Béranger, en tout cas sur son lit de mort, ou en tout cas aurait évoqué que c'était un secret finalement lourd de conséquences, dur à porter, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Et revenons à Arcadia, si tu veux bien. Donc, je disais donc Arcadia, qui est effectivement ce non-lieu, hein, comme tu disais, le fameux lieu des poètes. Qu'est-ce que tu as à en dire, toi, un petit peu plus, Christophe? Eh ben, je pense qu'en fait, au-delà d'être un lieu utopique et un genre littéraire, finalement, je pense que c'est surtout un langage. Un langage spécifique. Et un langage qui serait en fait la base de ce qui se transmet. Boudet parle d'un vieux langage, oublié pas, hein, d'un vieux langage de nos pères, qu'on ne comprend plus aujourd'hui. En fait, moi je crois que c'est de ça qu'il parle. La fameuse langue celtique? Oui, oui, je pense qu'ici, Boudet, il extrapole un peu avec le nom celtique. Mais je pense qu'il y a autre chose qui remonte. D'ailleurs, bon, les Celtes aussi descendent des Grecs et des Égyptiens, donc Voilà.
il y a une filiation là-dedans. Donc moi je pense que ce qu'il appelle langue celtique, en fait, c'est une langue hermétique, mais qui remonte avant les Celtes, et que sans doute les Celtes ont connu, qui aurait éventuellement continué à se perpétrer par la langue des troubadours, qui chantaient finalement des poèmes et des choses aussi qui étaient codées par rapport à leurs croyances et à la domination des Romains. Donc ils ont codé certaines parties de leur connaissance ou de leur tradition pour pas que les Romains s'en rendent compte, par exemple, à travers de certains poèmes. Et donc je pense que cette tradition, elle remonte déjà bien avant les Celtes, que eux en étaient les héritiers, mais que les Grecs l'ont connue et les Égyptiens avant eux l'ont connue aussi. Et donc ce serait une tradition hermétique. Alors en étudiant plus précisément justement qu'est-ce que l'Arcadie, qu'est-ce que ce langage, qui sont les poètes qui ont travaillé là-dessus et à quelles époques, comment il y a eu une évolution. En fait justement l'Arcadie elle se trouve à la rencontre de deux styles littéraires qui sont différents. Ça j'en parle dans le livre que j'ai refait un petit dossier avec ça parce que finalement bah oui toutes ces affaires d'enquête je les ai remis dans le contexte d'une fiction. Mais en imaginant que j'envoie des rapports d'enquête à quelqu'un. Et donc là, c'est une synthèse de toute l'étude, en fait, de manière à ce que ce soit pas trop lourd d'insérer ça dans des récits. J'ai fait un peu des apartés dans lesquels j'envoie des documents, et là, tout le monde peut les lire ou les passer si c'est trop chiant, pour ceux qui n'y comprennent pas grand-chose, quoi. Mais... Donc, ici, dans ce cas-là, l'Arcadie, elle se trouve au confluent de deux courants littéraires, qui est celui de la tradition pastorale. Donc ça c'est un style. Et ce qui est étrange, c'est que le premier des textes qui se considère comme tradition pastorale, voire plutôt même comme précurseur de la tradition pastorale, c'est le livre de Ruth. Donc c'est un texte biblique. Et c'est celui qui parle de la rencontre de Ruth et Boaz, qui vont donner naissance à la lignée davidique. Donc dès le premier texte de ce style, on parle déjà d'une lignée sacrée en fait. Dans le tout premier texte, il commence avec le commencement d'une lignée sacrée. Donc c'est déjà un thème très en écho avec ce qu'on retrouve en aval dans l'affaire de Rennes-le-Château. Et le deuxième style, en fait, c'est le courant de une poésie qui est écrite sur l'hexamètre dactylique. En fait, c'est un format poétique qui fonctionne sur la longueur des vers qui reprennent les séquences des phalanges des doigts, en fait. Oui. Alors, ça aussi, les druides celtes avaient une manière de se communiquer secrètement en désignant les phalanges qui désignaient des lettres, en fait. Donc, ils pouvaient se comprendre comme ça en montrant. Est-ce que ça viendrait de là? Je pense qu'il pourrait y avoir un rapport. D'ailleurs, ça s'appelle aussi un langage dactylique. Mais ce langage dactylique, il remonte aussi à avant Homère. Il y a un poète mythique, on ne sait pas s'il existait ou pas, qui s'appelle Olène de Lycie. On lui attribue le langage dactylique, enfin l'examen dactylique, mais sans savoir exactement qui il est, si c'est un héros ou quoi. Et puis on les retrouve chez Homère. Donc dans l'Odyssée, dans l'Iliade. Ouais. En fait, ce sont des textes écrits en hexamètre dactylique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Homère, le grec qu'il emploie, c'est un grec très très archaïque pour son époque. D'accord. Donc en fait, au moment où il écrit ses livres, il relate une tradition qui est plus ancienne que lui. Donc c'est comme s'il archivait le savoir de ses ancêtres, en fait. Et je pense en fait que dans ce cas-là, l'examen dactylique, il sert à garder la métrique de ces textes originaux, très anciens, qui étaient chantés. Oui. Et à mon avis, là, le rythme et la note du chant avaient une importance dans la compréhension. Et donc je pense que l'hexamètre dactylique a été inventé pour pouvoir garder cette métrique et avoir une trace de ça. Et après, ben voilà, ça
il y a d'autres, après Homère, il y a d'autres poètes qui l'ont utilisé, même ça a été repris aussi par un philosophe. Je ne sais plus comme ça de nom, ça me revient. Après, non, t'inquiète. Et puis il y a Virgile, Oui. enfin Théocrite et Virgile qui vont reprendre ça. Et en fait, Virgile, lui, il va vraiment remettre ça dans un contexte plus contemporain. Ouais. Et il va faire un peu une synthèse, en fait, lui. Il va faire la synthèse de la poésie pastorale il va vraiment tout regrouper. Bon, Théocrite aussi, un petit peu, mais on va dire que Virgile devient vraiment celui qui fait la synthèse de tout ça au temps des Romains. Et qui invente finalement un langage codé Oui, je pense d'une que certaine manière. les Énéides, Voilà. il y a quelque chose à y comprendre, les Géorgiques, il y a quelque chose à y comprendre. Et après, ça a continué chez d'autres poètes. Et en fait, même le fameux tableau des bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, Ouais. il n'y a jamais personne qui a remarqué, mais c'est l'illustration d'un vers de Virgile. D'accord. Oui, et comme tu l'as dit là tout à l'heure, Nicolas Poussin a été justement, à mon avis, poussé par justement ce poète Jean-Baptiste, Cavalier-Marin. hein, voilà, exactement. Ouais. Donc lui, il devait aussi certainement avoir cette connaissance finalement de ce codage, on pourrait presque dire, Oui, cette oui, manière, sans doute. de cette manière de pouvoir intégrer ça de manière très discrète. Et encore une fois, bah, voilà. Donc, Oui, d'ailleurs, non, c'est peut-être plus facile de comprendre justement Nicolas Poussin quand on comprend le poème du Cavalier Marin. voilà, d'accord. Parce que lui, d'ailleurs, il parle de palais, des sphères et des palais qui sont là dans le paysage, qui ressemblent à des montagnes, mais ce sont des palais. Oui. Donc il nous parle clairement de sites souterrains. Et bon, c'est un livre aussi qui a été mis à l'index dès qu'il est sorti. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Oui, oui. Alors on dit que c'est parce que il y avait des scènes frivoles ou osées, Oui. mais je ne crois pas que ce soit le seul prétexte. Il y a, parce qu'il y a un fond très 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 lourd dans ce livre qui malheureusement n'a pas été traduit en français encore intégralement jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et c'est pour ça aussi que je crois que beaucoup d'historiens oui, d'historiens de l'art n'ont pas fait ces rapports parce que bah, c'est difficile d'étudier ce texte si on parle pas italien, quoi. Oui, en plus de ça, même si on arriverait à déchiffrer correctement, faut-il encore pouvoir en extraire encore une fois la langue, le deuxième sens ou le sous-sous-sens. Alors c'est ce que je disais là tout à l'heure, c'est que la lumière, ben, ça brûle les yeux parfois, ça brûle l'âme. On s'est mis un peu à l'ombre là devant une piéta ici, c'est sympa, devant une grotte. Voilà, bah écoutez, on fait ce qu'on peut avec, avec les moyens du bord. J'ai pas, les Sentiers du Réel n'a pas assez d'argent pour m'envoyer à Rennes-le-Château faire un reportage. Mais on a ici le thème est illustré quelque Voilà, part. exactement. Et justement, en parlant de grotte, bah, la grotte est un élément quand même relativement important pour Béranger Saunier. Là, on revient un petit peu, un peu plus proche de notre histoire, aux environs de 1888. 80, alors c'est comment? C'est encore... Ouais, Il a quand même construit ça pendant 20 ans, je pense, c'est ça, non? Ou 10 ans? oui, on va dire que Saunière arrive à Rennes-le-Château en 85. Ouais, Puis il y a l'histoire qu'il est banni pour ses élans politiques. c'est ça. Royaliste. Voilà, il revient en 86. Et en 87, c'est la première découverte dans l'hôtel de l'église de Rennes-le-Château, donc le début des rénovations, avec la rénovation de l'hôtel, où il trouve les parchemins. C'est ça. Et puis ben, ces recherches elles vont durer pendant plusieurs années, parce il va continuer à fouiller l'église, de fond en comble. Et après, on a une seconde phase aux alentours de 1891-1892 qui concerne les découvertes dans le cimetière. Donc là, c'est la tombe de la marquise de Blanchefort avec la dalle et la C'est stèle. ça, la fameuse dalle, le fameux codage, et de là que tout part finalement. Puis il n'est pas discret surtout, il est pas discret du tout. Béranger, comme on le sait, il commence à creuser la nuit, dans le cimetière, c'est de la profanation hein, vis-à-vis du village. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y avait peut-être pas de caméra à l'époque, il n'y avait peut-être pas de... Voilà, mais beaucoup de gens justement observaient en ce sens quand même, et beaucoup
de langue se déliait un petit peu au sujet de Sonnières, qui a d'ailleurs, je crois même été carrément écarté à un moment donné de Rennes-le-Château, hein, je pense. Oui, après son arrivée, quand il a fait les prêches royalistes. On a voulu, voilà, exactement, voilà. Donc après, comme tu dis, ces recherches ont été quand même fructueuses. Et voilà, Marie Desnarnaud, qui l'a quand même beaucoup soutenue, qui n'était pas que sa servante, hein, ça c'est quasiment sûr. C'est finalement un petit peu comme l'histoire de Jésus, hein, on croit qu'il était seul, mais finalement il avait quand même une dame dans l'ombre, on peut dire ça. Oui, je crois qu'en fait, d'une certaine manière, la petite était désignée. Voilà. Comme quelqu'un de la région aussi, parce que lui, bon, on dit que c'est un enfant du pays, mais pas spécialement de Rennes-le-Château. Donc là, il rencontre aussi quelqu'un qui connaît très bien la région, qui est de là. C'est ce que d'ailleurs j'ai toujours pensé, que Béranger Sonnières n'était pas qu'un enfant du pays. J'ai même l'impression que même parfois j'imaginais que c'était quand même quelqu'un qui vient d'ailleurs, disons-le. Peut-être même un agent double, hein, disons-le, ça c'est moi qui le dis. Hein, pour moi c'est... Voilà. Le curé n'étant qu'une couverture, en tout cas par rapport à tout ce qu'il a fait, je pense qu'il a été quand même placé là, assurément, en tout cas dans ce petit village qui était complètement désertique quand il est arrivé, comme on le sait, comme l'histoire le dit à chaque fois. Une église complètement déserte, complètement amoindrie. Et finalement, il va remarcher dans les pas d'Antoine Bigou. Oui, voilà. Qui finalement, lui aussi, a été confronté à deux affaires à son époque. Oui. Qui est l'affaire de la tombe de la marquise de Blanchefort. Donc, au moment où elle décède, c'est lui qui est son châtelain. Il est son châtelain son curé depuis des années. Et il va organiser son enterrement. Oui, etc. C'est ça. C'est lui voilà. qui va gérer l'affaire de la tombe. Oui, surtout. Bon, ça veut pas dire que c'est lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui a été commandité pour la mettre en place. Voilà, une dalle d'ailleurs qui vient d'assez... pas à côté, quoi. Hein, c'était... Je crois que c'était quand même... Oui, ben, selon certaines informations, disons que il y a une grande probabilité que cette dalle se trouvait au lieu-dit des Pontilles, voilà, et qu'elle aurait été transférée. Ce que je crois très crédible, en fait. Ouais, une dalle qui apparemment était là depuis quelques siècles, hein, visiblement oubliée de tous. Oui, ce serait plutôt une dalle médiévale, parce qu'en fait, on a quand même sur cette dalle, on a deux types de langage différents, qui est le langage et in Arcadiaego, qui encadre la dalle. Donc là, on est sur quelque chose d'antique, avec une profondeur dans les anagrammes, dans la manière dont c'est présenté en deux langues, en grec et en latin. C'est ça. Finalement, on est sur quelque chose qui est digne des réflexions philosophiques de l'Antiquité. Et à côté de ça, on a l'autre phrase qui est la phrase centrale, enfin les quatre mots redis, celis, artis, celis, qui est rédigé là dans un bas latin. Oui. Et donc c'est plutôt une langue médiévale. Oui. Donc c'est comme si on avait là une compilation de deux époques différentes sur une même pierre. C'est ça. Et donc on pourrait imaginer que cette dalle, en fait, elle date du Moyen-Âge, puisqu'il y a une langue médiévale dessus. Bah donc dans le but mais finalement de restituer quelque chose qui est dans l'Antiquité. C'est ce que j'expliquais, c'est que cette énigme-là, il faut sans cesse l'actualiser pour pas qu'on perde le fil qui la raccorde au sens qu'elle a, quoi. Lorsque ils ont fait appel à Jules Verne pour écrire un roman où il était question de coder justement encore une fois une connaissance, un peu plus tard, bien sûr. Finalement, c'est de ne pas cacher les choses, c'est de les mettre vraiment en face de tout le monde, en évidence. Une autre manière finalement de cacher les choses, c'est en les montrant. Voilà, bon, pourquoi pas. Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Finalement, voilà, en mettant finalement aux yeux, au vu de tout le monde, encore une fois, pour le kidam, pour le lambda, pour le profane, ça ne veut rien dire si on n'a pas, la clé de décodage, en fait. Bah oui, c'est vraiment ça, c'est la question d'une clé. C'est ça. Et d'ailleurs, finalement, quand
Mais le mélange entre la dalle, entre la stèle, pardon, la stèle codée et le parchemin, avec le processus du chiffrement de Wigner, le message il nous parle aussi clairement d'une clé Pax 1681, Voilà, qui est connue de Poussin et de Tenier. c'est ça. Donc là, on nous parle aussi littéralement d'une clé. Et oui, je pense que cette clé existe. Et c'est une clé de littérature. C'est un peu comme voilà, Boudet, Henri Boudet, qui s'est fait enterrer avec effectivement une référence à son livre notamment, ou en tout cas à un livre, parce que là il n'est pas question du langage celtique. Hein. Sur sa tombe, hein, je mets une photo, où il est question effectivement d'une référence à la Bible notamment, c'est ce qu'on dit, si on la retourne à l'envers en tout cas, Oui. puisqu'il y a beaucoup d'inversions hein, dans cette affaire aussi, bien entendu. Donc voilà, c'est mettre en avant finalement ce qui doit rester caché. C'est assez cocasse. Oui, il nous parle finalement en inversant cette référence au Christ, c'est un peu une référence au Christ à l'envers. D'ailleurs, Saunière a fait le même quand il a pris le pilier de l'autel et qu'il a retourné dans le jardin pour en faire un socle à la Vierge. Ben, c'est aussi une manière de mettre le Christ à l'envers. Avec cette fameuse notion de alpha-oméga que tu cites justement dans ton livre, très importante, qui n'est pas une notion toute récente, qui n'est pas une invention ni de Saunière, c'est bien plus antérieur que ça. Donc là aussi, il y a une... parce qu'il est question finalement, en tout cas dans ce lieu dit secret, dit invisible, en tout cas encore une fois du profane, mais qui est bel et bien là et qui est effectivement enfoui sous la terre. Il est question effectivement d'un lieu où tout a commencé et tout finira, quelque part. C'est un peu ça le message. C'est ce que nous dit l'alpha et oméga, ça concerne 3 citations de la Bible. Il y en a une qui parle du commencement et de la fin, mais on est aussi dans une question de l'alphabet, Voilà. du langage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un langage, et à l'intérieur de ce langage, il y a une réponse. Oui, c'est ça exactement. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est très complexe, c'est très compliqué, et encore une fois, très très bien fait, hein, finalement. Je trouve que c'est magique ce qu'on vit là, de pouvoir en parler, justement, de pouvoir... d'avoir autant finalement de personnes qui s'y intéressent, et encore une fois, des personnes qui n'ont pas forcément confession d'être chercheurs professionnels. Voilà, toi, tu as commencé voilà, en t'y intéressant effectivement avec des documentaires, des livres, etc. Puis l'astronomie, hein, ça on l'a vu notamment dans d'autres interviews avec toi. Là où pas beaucoup de gens vont sur cette piste des étoiles d'ailleurs, hein, c'est vraiment c'est relativement rare en fait dans le domaine de Rennes-le-Château, qu'avec l'astronomie on peut finalement presque eh bien, retracer, alors peut-être pas précisément, mais un événement, en tout cas on peut confirmer un événement céleste. Et toi d'ailleurs tu t'es même renseigné auprès d'un astronome américain qui t'a confirmé un jour, il y a bien des années de ça, que le 17 janvier avait une importance. Tu veux peut-être nous en parler un peu de ce fameux 17 janvier? Oui, en fait, comme tu dis, j'ai commencé à découvrir par des émissions, Mystère sûrement peut-être. Oui, la première, ça a été Mystère. Et après, je vais dire que j'ai oublié cette affaire à un moment, et puis j'y suis revenu plus tard, donc j'ai regardé d'autres documentaires qui étaient plus récents. Et à un moment donné, j'ai eu cette idée de dire, tiens, il y a un menhir, il y a une date, est-ce que finalement, il n'y aurait pas un événement, quelque chose en rapport avec l'astronomie? Et j'avais la chance de connaître un astronome à ce moment-là, et donc je lui en ai parlé, et il m'a dit, il n'y a rien de plus simple, moi je peux vérifier très facilement. Et donc il m'a envoyé un petit rapport, un petit dossier en me disant, écoute, oui, il se passe bien quelque chose. Il y a une date clé là, avec le 17 janvier, il se passe en effet, il y a un alignement qui fait que on voit que les étoiles, plutôt le Soleil et les planètes du système solaire sont alignés sur le même point de lever et coucher plus ou moins, et aussi surtout l'étoile Sirius. Voilà. Qui est quand même très fondamental dans la culture égyptienne. Et en fait, pour moi, là, il y a eu un déclic, parce que premièrement, ça a été entré dans le réel.
qu'à partir du moment-là, je suis rentré dans une certaine réalité. C'était plus une question de mythe ou de légende. Là, on était sur quelque chose de très concret. Maintenant, après, pour comprendre la mécanique de tout ça, le sens que ça avait, il m'a fallu des années. C'est petit à petit que j'ai eu les idées, tiens, et finalement, est-ce que ça ne correspondrait pas principalement à une autre époque? Est-ce que ça ne remonterait pas à plus loin? Et en fait, voilà, ce qui se passe avec ce phénomène, c'est que on a des éléments qui s'alignent, mais bon, au temps du néolithique. Hein. Et donc là, on a des convergences qui vont se dérouler principalement au 3e millénaire avant Jésus-Christ, où on a des convergences tout à fait particulières qui font qu'en fait, à cet endroit-là, dans le bassin des Pontiles, on pouvait comprendre le fonctionnement de la Terre par rapport à l'univers. Donc comment la Terre se déplace autour du Soleil, mais aussi comment le système solaire se déplace dans l'espace. On pouvait comprendre aussi que la Terre est inclinée, par exemple. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que cet endroit, à cette époque du 3e millénaire avant Jésus-Christ, finalement c'était une école d'astronomie. Là on a pu comprendre, et bon, j'imagine qu'à l'époque, il y a eu des astronomes du néolithique, je vais dire, qui ont compris qu'il y avait une importance à tout ça. Enfin, c'est pour ça que ça m'a fasciné quand je t'ai découvert via ta chaîne L'œil frontal. Je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui, finalement, retrace une partie de l'histoire de Rennes-le-Château, en tout cas, et ses mystères, à travers le ciel, à travers l'astronomie, ce qui était pour moi complètement inconnu. Là où tout le monde finalement regarde par terre, toi tu regardes dans les étoiles et c'est là qu'on peut y trouver beaucoup de réponses. Ça, j'invite d'ailleurs les auditeurs à regarder notre émission et puis ta chaîne, bien entendu, je la mettrai en lien. Merci. Ça, j'avais déjà dit, mais bien sûr pour découvrir un petit peu comment Christophe travaille. Et c'est vraiment étonnant, tout ce qu'on peut vraiment retrouver, c'est fou quoi. C'est pas juste simplement des alignements comme ça pour faire beau, pour faire joli, mais même météorologique, je pense. Donc voilà, on peut vraiment faire beaucoup de corrélations. Et toi, ça t'a beaucoup aidé forcément. Est-ce qu'on peut dire que tu es un des seuls encore à travailler avec ce système-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres à partir de l'astronomie, de la paléoastronomie, non, je crois que je suis le seul. Ah d'accord, enchanté alors. Je suis vraiment honoré encore plus alors. C'est un peu la vision que j'ai apportée à l'affaire de Rennes-le-Château, c'est-à-dire qu'il y a personne qui pouvait considérer que ça remontait à l'Antiquité. Je veux dire, personne n'allait au-delà des Wisigoths. Et il n'y a personne non plus qui avait considéré l'astronomie dans cette équation-là. Donc d'un côté, c'est moi qui ai amené ça, quoi. Bravo, je pense qu'à mon avis, c'était la clé à avoir, hein, parce que on le sait très bien, les étoiles furent jadis le GPS, le moyen de... Oui, c'est sûr que les anciens avaient... justement, on parle d'époques dans lesquelles l'astronomie avait plus d'importance qu'aujourd'hui. Oui. On se guidait par rapport aux étoiles. Et finalement aussi, est-ce que on ne pouvait pas prédire certains éléments? Enfin, je ne parle pas d'astrologie, là, je parle aussi d'astronomie, de savoir, en comprenant le cycle des planètes, ce genre de mouvement, oui. Je pense qu'il pouvait aussi prévoir certaines circonstances, certains alignements, par exemple. Exactement, oui. Ben oui, déjà, quand tu penses qu'une simple pleine lune, nouvelle lune, déjà organise quelque chose au niveau énergétique, au niveau même... Oui, au niveau vibration, rien que ça déjà. Et puis c'est repris aussi peut-être de manière plus poétique dans la littérature que j'étudie. Oui. Par exemple, dans la Divine Comédie, oui. On parle d'un val obscur, et alors là il parle aussi d'un chemin des étoiles, d'un alignement particulier. Si après on prend le songe de Polyphile, on parle aussi là d'une espèce de machine parfaite, de quelque chose qui est un résumé du monde ou de l'univers en petit. Et dans la donne du Cavalier marin, celui qui a inspiré Nicolas Poussin, là il parle carrément d'un astrolabe. D'un astrolabe dans lesquels il y a des palais qui sont ajustés aux étoiles.
et ce sont des palais sous la forme de montagnes. Donc là, ça me semble être un indice majeur dans cette affaire, parce que tout se recoupe. Comme dans le tableau de Nicolas Poussin, qui par exemple n'est pas qu'un tombeau, c'est ce que tu disais aussi. Oui, c'est ça. Voilà. On peut imaginer effectivement la présence d'un palais et souterrain en plus. Oui, ce qui fait partie de la tradition de l'Arcadie. Voilà. Parce que justement, ces gens qui ont repris le thème de l'Arcadie à la Renaissance, eux, ils parlent de monde souterrain. Ils parlent de vestiges souterrains. Ce qui n'est pas le cas avant. Non. Mais ceci dit, quand Homère parle d'île, en fait, le concept d'île, à l'époque, il n'est pas seulement réservé à ce qu'on considère comme une île aujourd'hui. C'est pas forcément un morceau de terre qui dépasse de l'océan. Dans ces époques-là, l'île, c'est quelque chose qui est cerné. Donc, ça peut conserver une clairière. Une clairière, c'est une île en forêt, par exemple. Une cavité, ben, c'est une île aussi, parce qu'elle elle est cernée. Donc, je pense que ça, c'est des concepts aussi il faut comprendre. Tu vois, il y a pas, on peut pas traiter cette affaire avec des anachronismes. Non. Le langage d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. C'est justement parce c'est justement cette nécessité d'actualiser la lecture de cette énigme qui est importante. Quand j'ai lu ton livre, donc Le temps de l'énigme, donc quand je suis passé sur le chapitre justement du songe de Polyphile que tu viens de citer, je me suis dit tiens, est-ce que ce livre, parce qu'à un moment donné il y avait quand même une crainte en écrivant ce livre. J'ai l'impression que la personne avec qui l'auteur était en accord ou pas pour sortir ce livre craignait déjà quelque part que ce ne soit déjà trop dévoilé. Et j'ai l'impression quand même que tout s'accélère après ça. J'ai l'impression, après ce fameux livre. Ça, c'est une impression personnelle. Hein. J'ai l'impression qu'au fil du temps, de ce que tu relates, en tout cas dans le livre, autant voilà, ça a plus de 2000 ans, cette histoire, finalement, et même sûrement antérieure, encore une fois, hein, du temps des Égyptiens, etc. Autant j'ai l'impression qu'à la sortie du livre du songe de Polyphile, pardon, tout s'accélère, tout est beaucoup plus... j'ai l'impression que voilà, il faut moins attendre, si tu veux, au niveau de la transmission du secret, au niveau de l'étendue. Je sais pas ce qui t'a... Si, clairement, en fait, là, il pose le songe de Polyphile, c'est anonyme. Oui. On va dire que c'est attribué à Francesco Colonna. Oui, c'est ça. Mais moi, je crois que c'est un leurre. C'est une manière de détourner la chose. S'il fallait attribuer des origines au songe de Polyphile, je dirais que ça vient de l'école pontanienne. Donc c'est une école de poètes de Naples qui ont été spécialisés justement dans l'Arcadie. Et là, je pense qu'avec ce livre, ils ont posé un jalon. Ils ont posé un modèle actualisé de cette affaire. Et donc, c'est un peu une version plus contemporaine qui, à son époque, a fait des... Comment on appelle ça? Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont commencé à travailler à partir de cette base-là. Oui, donc je disais que Béranger Saunière a marché dans les mêmes pas que la Bébigou, c'est-à-dire qu'il a retrouvé finalement le tombeau pour lequel la Bébigou a été commanditée pour l'installer. Je rappelle qu'il ne l'a pas forcément créé, mais qu'on lui a demandé de le mettre là. Et le deuxième élément, c'est l'affaire du trésor de l'abbaye d'Alais. Voilà. Parce que bon, on a Alais-les-Bains qui se trouve tout près. Oui. Et à un moment donné, ça on le sait historiquement, le trésor a été déplacé au moment de la Révolution, justement pour le protéger. Donc il y a une grosse possibilité qu'il soit arrivé du côté de Rennes-le-Château lui aussi. Et en fait, il y a cette histoire dans les découvertes de l'abbé Saunière. Il a d'abord découvert des parchemins. Et puis il a découvert le message qui était caché dans la fiole, qui a été remis par le carillonneur Captier. Qu'apparemment c'était dans une langue ancienne, j'imagine que c'était rédigé en grec en fait. Et en fait là ce serait deux affaires qui se croisent.
On aurait l'affaire de la marquise de Blanchefort qui, elle, était là pour transmettre un secret local, duquel finalement elle était la châtelaine des lieux, donc elle en avait sans doute une connaissance géographique. Et puis, il y a cette affaire du trésor de l'abbaye d'Alais qui a disparu. Parce qu'on, voilà, après la Révolution, on ne l'a jamais retrouvé, donc sans doute que les gens qui l'avaient caché sont morts. Et donc pour moi, cette affaire le message qui était dans la fiole, qui a permis la découverte de l'entrée de la crypte des seigneurs, parce que c'est juste après la découverte de ce message-là qu'il a commencé à faire la recherche de la crypte. Je pense que ça concerne plutôt l'affaire du trésor de l'abbaye, Oui. qui aurait donc été ramené à Rennes-le-Château, peut-être avec l'idée de mettre ce trésor dans la crypte des seigneurs. Mais en fait, à cette époque-là, la crypte des seigneurs, elle était déjà condamnée. Parce que dans le témoignage de l'enfant de cœur de Béranger Saunière qui s'appelait Élie Rousset, on parle d'une crypte qui ressemble à un caveau. Il descend, et là, on parle d'une galerie creusée à même la roche, avec des marches très grossières, Oui. et qui ne mène nulle part, que c'est éboulé. Et en fait, c'est très logique aussi, parce qu'il y a 3 cercueils qui sont là, et ce sont 3 personnes, en fait, qui n'ont pas pu rentrer dans la crypte. Parce qu'il y a, oui, c'est François de Hautpoul qui parle sur son testament. Il dit qu'il veut être enseigné dans le reine tombeau de ses ancêtres. Alors là, c'est important de se fixer sur le vocabulaire parce qu'il parle d'une crypte de ses ancêtres au pluriel. Donc c'est pas une crypte où il y a 2 tombeaux, c'est une crypte plus familiale, dynastique, on va dire même, parce que il y a une question de descendance. Et en fait, François de Hautpoul est resté là, enterré dans l'église devant cet éboulement, puisqu'on ne pouvait plus rentrer dans la crypte. Et puis il y a 2 autres personnes aussi qui ont été enterrées dans ces années-là. Et donc quand Saunière ouvre cette crypte, il retrouve ces 3 cercueils qui sont là, parce qu'on n'a pas pu les descendre. Et donc, forcément, si l'idée était de placer le trésor de l'abbaye d'Alais dans la crypte des seigneurs, à l'arrivée, ils savaient déjà que la crypte était condamnée. Oui, d'accord, ok. Donc j'imagine qu'il est possible que dans les archives de l'abbaye d'Alais, qu'ils avaient une connaissance de la crypte des seigneurs et qu'ils se sont dit, tiens, ça c'est un bon endroit. Et que finalement, arrivé sur place, il n'y avait plus. Il n'y avait plus d'accès. Et donc, comme c'était pas possible de cacher ça ni dans une église ni dans un château, ils auraient plutôt enterré ça dans une cavité qui se trouvait pas trop loin, et éventuellement dans une des cavités qui menait à la crypte des seigneurs en sortie, je vais dire. Et donc ça pourrait être une théorie. D'accord, intéressant. Comme quoi déjà à l'époque, donc encore une fois, ce qui prouverait, en tout cas pour ma part, et après ce que tu dis, que c'est une histoire bel et bien antérieure et dont Hautpoul avait déjà la connaissance. Voilà. Oui, là je crois qu'on a vraiment 2 pistes qui se croisent. Ouais. Le secret ancien, Ouais. et puis le secret d'un trésor qui est arrivé là un siècle avant, Plus local, voilà. et qui a disparu. Ouais, okay. Donc en fait finalement c'est aussi probable que les découvertes de Saunière en question monétaire n'aient rien à voir avec les documents. Je veux dire, il est possible que lui, en recherchant ces documents, oui. finalement il soit tombé sur ce message de son prédécesseur qui lui parle du trésor de l'abbaye d'Alais, et que finalement il ait plutôt recherché ce trésor à son compte et en secret, oui. En parallèle de la recherche commanditée au niveau des documents. Voilà. Et donc là, en fait, en faisant ça, il a attiré l'attention sur un secret qui devait rester discret. Voilà. C'est ça c'est ce que je pense depuis quelques temps, avec tous les éléments que j'apprends moi au fur et à mesure, et par tes recherches, par les recherches des autres aussi, qu'effectivement, voilà, il y a eu finalement deux scénarios qui se sont croisés, et lui, comme tu dis, il s'est mis à son compte dans sa poche, voilà, ce fameux trésor qui n'était pas sa quête principale au final,
comme dans un jeu vidéo, une quête secondaire finalement, presque qui s'est imbriquée. Et ça n'aura certainement d'ailleurs pas plu, j'ai l'impression, au commanditaire, parce que je pense pas qu'il était justement payé pour ça. Il a été aidé, ça c'est certain, mais de là à s'en mettre plein la poche, ou en tout cas à son propre compte, je pense pas que ça a plu. Non. C'est la vision que j'en ai, c'est qu'il a été commandité d'abord pour retrouver des documents. Et puis peut-être qu'à partir de ce document, il y a des recherches qui ont été faites ailleurs. Mais je crois que lui a eu justement accès à cette affaire du trésor d'Alais et que finalement les deux se croisent. Il aurait reçu de l'argent pour la construction de son église, qui serait une commande externe justement parce que on déplace le secret, mais d'un côté on en garde la mémoire tout de même. Ouais, De dire ok, on va effacer une partie des indices qui mènent comme les pierres tombales, mais d'un autre côté on va faire une église qui signale attention, ici il y avait quelque chose. Et voilà, c'est un peu la vision que j'en ai. Et par rapport aux découvertes trésorières, je vais dire, maintenant on a un peu aussi des informations qu'il a vendu des bijoux qui avaient été, enfin qui viennent d'objets qui ont été démontés et remontés en objets contemporains. Et bon, selon l'expertise de ces bijoux-là, ce sont des pierres médiévales, ce ne sont pas des trucs antiques ni romains. Donc ça tiendrait la route qu'en fait, en parallèle d'une recherche plus en rapport comme ça avec un passé archéologique, que lui ait découvert ce trésor à côté et qu'il l'a exploité à son compte. Et qu'il en ait fait un profit finalement. C'est intéressant parce que c'est même assez logique finalement, en fin de compte, quand on y pense, puisque de toute façon, encore une fois, ce trésor-là, en somme trébuchante, en or, en bijoux, etc., ça on l'a compris, bon ça il les a obtenus, il y a eu quelque chose. Ça c'est assez factuel. De là à se dire maintenant, le fameux trésor qui lui est plus spirituel, lui par contre, voilà, on n'en sait rien, on n'en saura jamais rien, en tout cas par rapport à Béranger, qui lui a mis, comme tu dis, des indices, comme l'ont fait tous les autres acteurs auparavant. Hein. Quand je dis acteurs, c'est bien sûr des personnages voilà, importants, hein, François Ier, Da Vinci, Poussin, pour ne citer qu'eux, et d'autres encore, et voilà, donc c'est vraiment une... Mais c'est vraiment relativement, voilà, moi je trouve que c'est vraiment excitant, encore une fois, de se dire que finalement, quelque part, vous êtes un peu... Est-ce que toi tu te sens, Christophe, personnellement, parfois un peu dans cette lignée, alors même si tu n'as pas reçu forcément une information de quelqu'un de noble, d'initié, est-ce qu'à travers ces recherches, est-ce que tu te sens finalement un petit peu sur les pas de ces chercheurs, de ces initiés qui ont caché comme ça et qui ont relayé ce secret. Est-ce que tu te sens un peu sur les pas de... Mais par rapport à la littérature, Humblement, je pense je veux dire. que d'une certaine manière, oui, parce que si... Enfin, je veux dire, comment expliquer ça? Ça ressemble peut-être à un peu une folie de dire, tiens, j'ai compris quelque chose d'un message codé. Hein, mais d'un autre côté, ça m'a donné des résultats. Ben voilà. Et finalement, c'est pas si compliqué non plus d'imaginer qu'il y ait des figures de style, des choses comme ça qui soient compréhensibles par la suite. Et mais finalement, si on en revient à Saunière, lui il parle pas du tout non plus de trésor dans son église, mais par contre il fait vraiment une fixette sur Marie-Madeleine et finalement sur une autre histoire de Marie-Madeleine. Ouais, c'est ça. Donc on a ça à l'intérieur de l'église, tandis que la façade, elle nous rapporte plutôt justement à un secret plus important en faisant des références toujours à travers de références bibliques, finalement au temple de Salomon. Exactement, c'est ça. Mais en tout cas, félicitations pour ce nouveau bébé, Christophe, ce nouveau livre, disponible là maintenant, hein, donc Oui, là, on l'a juste pas physiquement, il est c'est tout, disponible. c'est ce que je disais en introduction. Mais il est là, il est disponible, on mettra les liens aussi pour se le procurer. Près de 500 pages quand même, hein, 470 pages je crois. Oui, à peu près, mais environ. en fait, il aurait même pu en faire 1000, mais Ah oui. je veux dire que là, j'ai dû aussi concentrer... t'as vu, c'est chaque fois des petites histoires un peu... Très facile.
Un peu comme finalement Théocrite disait que les idylles viennent du mot image, ce sont des petits Voilà, tableaux, des petites scènes c'est vraiment ça. qui sont représentées et C'est on vraiment ça. enchaîne ces petites scènes. Oui, Mais bon, c'est vrai que j'aurais pu en rajouter, j'aurais pu développer certains trucs, mais là c'était plus possible quoi. Il faut aussi que ça reste lisible accessible et et accessible. comme tu l'as très très bien dit, c'est voilà, encore une fois un livre qui se veut accessible à tous, en tout cas aux personnes qui auraient envie de plonger un petit peu leurs yeux et leur cœur, hein, parce qu'il faut vraiment avoir aussi une envie de s'intéresser à Rennes-le-Château, qui est beaucoup plus complexe, on l'a compris avec le bouquin et avec toutes les autres recherches que tu as faites notamment, qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, mais qui est passionnante et je crois que c'est quelque chose, voilà, je crois que même tu ne pourras pas dire le contraire, dont on n'en revient pas, en tout cas indemne. Oui, c'est sûr, Voilà. ça change les esprits. Beaucoup de choses, oui. Et par le fait que tu as quand même cette analyse, cette analyse au niveau peinture, au niveau histoire, tu t'intéressais déjà à ça bien avant. Donc quelque part, il n'y a pas de hasard. Voilà. Je dis encore une fois, voilà, tu es un élément clé, je pense, dans cette recherche. La preuve, d'ailleurs, tu vas, je pense, apparaître dans un documentaire. Tu veux nous en parler bientôt? Un documentaire qui va sortir bientôt. Ah, le documentaire Oui. de Philippe Brunel, les secrets du Prazès. Tu vas apparaître dedans. Enfin, en tout cas, à l'heure où on tourne, là, tu vas bientôt filmer. Tu vas être bientôt filmé pour participer à cette série. Oui, au 5e chapitre. Donc, félicitations, déjà. Merci beaucoup. Et voilà, je trouve que c'est une certaine manière de reconnaître ton travail, de reconnaître voilà, tes recherches, et qui sont encore une fois de plus, qui sont différentes des autres. Là où il y a beaucoup de chercheurs et d'auteurs qui se copient et qui se collent, etc. Je trouve qu'on est tous, encore une fois, on devrait tous faire partie. C'est ce qu'on en discutait dans ce fameux live avec Stéphane et Chris Darkis notamment, où on ne doit pas s'approprier une histoire. Elle ne nous appartient pas. Elle n'était pas censée nous appartenir en tout cas. C'est ce qu'on avait vu aussi au début de l'interview. Un secret bien caché qui finalement voilà, devient de plus en plus connu, même s'il n'est pas encore une fois dévoilé. Le fait d'en parler, le fait de faire des recherches, c'est déjà énorme. En fait, c'est déjà formidable de pouvoir se dire qu'on a cette liberté, en tout cas pour l'instant, voilà, de le faire. Et voilà, tu es un édifice, tu fais partie de cet édifice, de cette pierre, Oui, on va dire que j'ai amené ma pierre à voilà, l'édifice. à l'édifice, voilà, plus français, voilà, plus facilement dit. Et donc voilà, en tout cas, je te remercie pour avoir un petit peu voilà, parlé de tout ça, d'avoir retracé surtout toutes tes recherches dans ce fabuleux bouquin que je recommande vraiment aux personnes qui, encore une fois, ne découvrent finalement que Rennes-le-Château par cette vidéo, ou une partie en tout cas, hein, parce que là, encore une fois, on a survolé une histoire très très longue et fabuleuse et vraiment excitante, palpitante. Donc voilà, j'invite les gens à, pourquoi pas, démarrer peut-être avec ce bouquin-là, parce que c'est un bouquin qui pour moi résume absolument tout, qui résume absolument toute l'histoire possible, en tout cas, de Rennes-le-Château et bien au-delà de tout ça. C'est aussi surtout un, un témoignage de l'histoire de notre humanité. Et c'est ça que voilà, je trouve ça beaucoup plus important encore, finalement, qu'un simple trésor, ça c'est certain. C'est beaucoup plus important de savoir d'où est-ce qu'on vient. Et voilà, en ce sens-là, je pense que les auditeurs ont compris que la chaîne en ce moment essaye d'aller un petit peu dans ce sens-là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Et donc on essaye d'apporter quelques réponses voilà, avec des sujets comme ça, et Rennes-le-Château en fait partie. Christophe, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi, Alexis, pour cette interview, parce que voilà, je crois on a bien exploré l'affaire quand même. Voilà. Ça nous a Je permis. pense que c'est aussi important d'en parler. C'est bien d'écrire les livres, mais après il faut aussi Oui. partager les ressentis, ce qu'on en a tiré.
Et je trouve que voilà, l'émission qu'on vient de faire, elle est vraiment très bien dans ce sens-là. Merci beaucoup. On a donné Oui. comment dire, On a survolé vraiment On a survolé, voilà. de manière la plus claire, j'espère, hein, encore une fois, la plus claire possible. Et donner surtout l'envie de découvrir ton livre, encore une fois, très accessible et disponible. Lien dans la description. On ne manquera pas aussi d'aller voir la chaîne et de s'abonner à la chaîne de Christophe, L'Œil Frontal. Lien aussi dans la description, bien sûr. Et puis c'est tout, hein. Je crois qu'on va se laisser là. Nous, en tout cas, ça nous a permis de nous rencontrer. Une prochaine émission, d'ailleurs, sera disponible avec Christophe. Et là, ce sera une histoire qui se passe bien, bel et bien chez nous, en Belgique, hein. Voilà, comme quoi Rennes le Château aurait peut-être quelques origines aussi dans le plat pays qui n'est pas le mien, parce que ça c'est Jacques Brel qui parlait de la Flandre. Voilà, donc bref, mes chers amis, chers auditeurs, allez vous abonner, allez vous donner de l'amour à Christophe. On se dit à tout bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle émission, en format Zoom cette fois-ci. J'adore les versions comme ça, je voudrais en faire beaucoup plus, mais voilà. C'était exceptionnel aujourd'hui, et puis donc... spontané aussi, c'est voilà, ça qui est exactement. Et puis rendez-vous sur l'émission future qui normalement doit être déjà dans le lien quelque part, on verra bien. Un jour, en tout cas, vous la verrez. Sur notamment ce fameux village où on vous emmène, Christophe et moi. En tout cas, à tout bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À bientôt. On était en train donc de parler d'Arcadia, et qu'effectivement, donc c'est un lieu... comme on l'a dit, imaginaire, mais pas que. Là-dessus, Comment on appelle ça? Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont commencé à travailler à partir de cette base-là. Excuse-moi. Non, mais c'est la guêpe, mais elle est toujours là.